Dès aux 4 heures du matin, un téléphone crypté vibre dans le silence. Personne, absolument personne, n'aurait pu anticiper ce qui allait se dérouler dans les 72 heures suivantes. Personne ne pouvait imaginer que ce moment précis à cette heure indécente allait rebattre les cartes entre Paris et Moscou pour les 30 prochaines années. Au bout du fil, le général Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées. La voix est tendue, pas de formule de politesse, directement dans le vif. Monsieur le ministre, on a intercepté une communication du Kremlin. Poutine prend l'antenne dans 2 heures et vous êtes nommément visé. Silence, les doigts de Lecornu se mettent à tapoter le bureau, ce bureau en chêne massif qu'il connaît par cœur, un geste mécanique presque inconscient. Le genre de tic que seuls ses collaborateurs les plus proches auraient en su décrypter. Mais c'est du sérieux, Sébastien. Ça vous concerne, ça concerne la France et ça concerne notre soutien militaire à l'Ukraine. 2 heures plus tard, à Moscou, Vladimir Poutine apparaît simultanément sur toutes les chaînes russes, costume sombre, regard de glace, cette posture taillée dans 25 ans de pouvoir sans partage. Mais ce matin-là, et c'est là que ça devient intéressant, quelque chose cloche dans sa voix. Une infime note de frustration, presque imperceptible, mais bien réelle. Alors là, arrêtez tout ce que vous faites parce que ce moment, il mérite qu'on s'y attarde vraiment. Poutine prend la parole, en russe. Volontairement lent, volontairement pesé, chaque mot posé comme une pierre sur une balance. Et il commence par nommer la France. Pas l'Occident, pas les alliés de l'Ukraine, la France. Et avec elle, son ministre des Armées, Sébastien Lecornu, cité nommément. Vous réalisez ce que ça veut dire quand Poutine prend la peine de prononcer le nom d'un ministre étranger dans un discours officiel? Ce n'est pas un accident, ce n'est jamais un accident. Il dit mot pour mot, la Russie n'oublie jamais. Chaque obus, chaque missile, chaque dollar envoyé à l'Ukraine sera comptabilisé. Comptabilisé. Il utilise ce mot froid, presque comptable, comme si quelqu'un quelque part à Moscou tenait un registre. Ligne par ligne, livraison par livraison. Et puis cette phrase finale lâchée avec un calme qui glace, la France joue un jeu dangereux, très dangereux. Les analystes internationaux se sont jetés sur ce discours dans les heures qui ont suivi. Et pour cause, ce niveau de ciblage direct, c'est exceptionnel dans la rhétorique poutinienne. Ça ne veut pas dire que les tanks roulent demain, mais ça veut dire quelque chose, et ce quelque chose, on ferait bien de l'écouter. L'Élysée, une réunion d'urgence. Macron, Lecornu, Colonna. Les chefs du renseignement, l'atmosphère crépite comme avant l'orage. Macron fixe Lecornu. Il cherche à t'isoler. Te coller l'étiquette de celui qui met la France en danger, c'est du manuel KGB page 1. Lecornu hoche la tête, calme, presque trop calme. Je sais, mais il a fait une erreur en me sous-estimant. Il croit que je vais baisser la tête, m'excuser, freiner notre soutien à l'Ukraine. Il marque une pause, il se trompe. C'est là que Colonna intervient, voix posée, regard inquiet. Sébastien réfléchit. Une escalade avec Poutine, ça a un prix. Cyberattaque. Désinformation, provocation militaire. Il a les outils. Et Lecornu se lève. Il marche vers la carte de l'Europe accrochée au mur. Il fixe l'Ukraine, 3 ans de guerre, 3 ans de sang. Puis il se retourne. Catherine, c'est exactement cette peur-là qui lui a donné carte blanche depuis des années. La Géorgie en 2008, peur. La Crimée en 2014, peur. Le Donbass, toujours peur. Et maintenant, toute l'Ukraine brûle. Alors je te pose la question, on attend quoi pour arrêter d'avoir peur? Silence total. Macron l'observe. Un mélange d'admiration et d'inquiétude traverse son regard. Il connaît cet homme. Et il sait que quand Lecornu prend cette posture-là, rien, absolument rien ne le fera reculer. Concrètement, tu proposes quoi? Demande le président. Et la réponse sèche, directe, aucune diplomatie. Pas une réponse politique, pas une réponse diplomatique. Une réponse militaire. Concrète, immédiate. L'aide militaire à l'Ukraine pour 2024. On a promis 3 milliards. Je propose de passer à 6. On double. Et on l'annonce publiquement dans 48 heures en réponse directe aux menaces de Poutine. Un des conseillers manque de s'étouffer. C'est de la folie, Sébastien. Le budget de la défense ne peut pas absorber ça. Si, il peut. J'ai fait les calculs cette nuit. Et il détaille les intérêts des avoirs russes gelés qu'on exploite déjà.
les livraisons accélérées de matériel ancien de l'armée de terre du matos, qui doit être remplacé de toute façon, et des commandes supplémentaires à notre industrie d'armement, qui en bonus crée des emplois en France. Macron réfléchit. Les doigts en pyramide devant le visage, vous connaissez la posture. C'est risqué. C'est nécessaire. Et là, Lecornu lâche la vraie analyse. Poutine croit qu'il peut nous intimider. Pourquoi? Parce qu'il nous prend pour des Européens comme les autres, divisés, hésitants, faibles. Il faut lui montrer qu'il se trompe. Pas avec des mots, avec des actes. Le président tranche. D'accord, mais tu le gères personnellement. Zéro fuite, préparation totale. Et quand tu l'annonces, c'est parfait, inattaquable. 36 heures, pas une minute de sommeil ou presque. C'est ça le mode guerre au ministère des Armées. Focus total, délégation zéro, contrôle absolu de chaque détail. Et lui, il était dedans jusqu'au cou, 3 chantiers en parallèle, simultanément. Parce que quand t'as pas le temps, t'as pas le choix. 1. La liste exacte du matériel militaire destiné à l'Ukraine. 2. Le plan de financement, celui qui devait prouver que c'était faisable, sans faire exploser le budget de la France. 3. La stratégie de com, transformer la menace de Poutine en victoire française, rien que ça. Et puis, 23h30, la veille de l'annonce, un appel, Bruno Le Maire, l'ancien mentor. Sébastien, j'ai entendu des rumeurs, dis-moi que tu ne vas pas faire ce que je pense. Bruno, tu sais que je ne peux pas discuter des opérations en cours. Mais le maire, il insiste, il sort le grand mot suicide politique, défier Poutine publiquement. Tu sais ce qu'il fait à ses ennemis, il dit silence, long, pesant. Et là, d'une voix calme mais ferme comme du béton, Bruno, tu m'as appris quelque chose quand j'avais 19 ans. Tu m'as dit en politique, il y a ceux qui parlent de principes et ceux qui les défendent. Les premiers font carrière, les seconds font l'histoire. Je choisis l'histoire. Le lendemain, 09h du matin, dans la salle de presse des journalistes français, européens, américains. Même quelques Russes, ceux des médias indépendants en exil. L'atmosphère tendue, électrique, tout le monde avait compris qu'il allait se passer quelque chose. Le ministre s'avança vers le pupitre, sans note, sans prompteur, juste lui et quelque chose dans les yeux qui ne ressemblait pas à de la peur. « Mesdames et messieurs », sa voix coupa le silence comme une lame. Il y a 48 heures, le président de la Fédération de Russie a prononcé mon nom. Il a proféré des menaces contre la France et contre moi personnellement. Les journalistes s'immobilisèrent, on n'entendait plus rien. Je suis ici aujourd'hui pour lui répondre. Un ministre français, répondant en direct, publiquement, à Vladimir Poutine, du jamais vu. Les stylos s'arrêtèrent, les caméras zoomèrent. Monsieur Poutine croit que les menaces fonctionnent, qu'elles font peur, qu'elles paralysent. Une pause, courte, calculée. Il se trompe. La salle retint son souffle. Chaque menace de la Russie ne fera qu'augmenter notre détermination à aider l'Ukraine. Et là, le coup de tonnerre. Par conséquent, j'annonce aujourd'hui que la France double son aide militaire à l'Ukraine. De 3 milliards d'euros, nous passons à 6 milliards pour 2024. Choc total, murmure, exclamation étouffée. La salle venait d'exploser en silence. 518 canons César. Laissez ce chiffre vous traverser une seconde. Plus que tout le parc de l'armée française en activité. Des milliers d'obus de 155 mm, des drones de surveillance, des scalps, de la défense aérienne, des blindés et surtout des milliers de soldats ukrainiens formés sur le sol français en ce moment même. Ce n'est pas une promesse, c'est une déclaration de guerre économique et logistique. Alors Lecornu marque une pause. Il boit une gorgée d'eau pas pour se reposer, mais pour laisser les chiffres s'installer dans les têtes. Et quand il reprend la parole, le ton a changé. Il ne parle plus en ministre, il parle en héritier. Monsieur Poutine, vous avez dit que la Russie n'oublie jamais. Et là, silence. La France non plus. Et il commence à dérouler la mémoire, pas la sienne, la mémoire collective d'un peuple entier. 1812 vos ancêtres contre Napoléon. Pas par idéologie, par survie. On sait. 14-18 la Russie était notre allié. On sait. 44 les soldats soviétiques qui ont contribué à libérer l'Europe du fascisme. On sait aussi. Mais alors la voix se durcit. Budapest, Vilnius, 80.
Et là, dans la salle, plus personne ne prenait de notes. Des journalistes, des gens habitués à tout voir, tout entendre, hypnotisés par ce qui se passait devant eux. Parce qu'on ne fait pas ça dans une conférence de presse, on ne convoque pas l'histoire comme ça, pas face aux caméras, pas en direct mondial. Et Lecornu continue impitoyable. Vous croyez que nommer un ministre français, lancer des menaces, ça va nous faire plier. Erreur de calcul, monsieur. Chaque menace sera convertie en aide supplémentaire. Chaque tentative d'intimidation augmentera notre résolution. Puis il se penche vers les micros. Pas pour être mieux entendu, les micros faisaient leur travail. Mais pour que vous sachiez que ce qui suit, c'est personnel. La France ne reculera pas. Pas d'un centimètre, pas d'un euro, pas d'une arme. Et là, il lâche la bombe. Vous voulez un rapport de force? Pas de pause, pas d'hésitation. Il enchaîne direct. Le voici, nos usines tournent 24 heures sur 24. Nos Césars sortent à la chaîne plus qu'il n'en faut pour nos propres régiments. Des dizaines de milliers d'obus par mois. C'est ça l'économie de guerre européenne. Et elle ne fait que commencer. Et il conclut parce que oui, il fallait une conclusion avec cette phrase qui va faire le tour du monde. Alors, M. Poutine menaçait un ministre français. Vous venez juste de comprendre votre erreur. Vous n'avez pas affaibli notre résolution. Vous l'avez renforcée. Merci. La salle explose. Les mains se lèvent de partout. Les questions fusent. Il n'en prend aucune. Il quitte le pupitre lentement, comme si les mots suffisaient, et ils suffisaient. Moins de 30 minutes plus tard, son discours était partout. Le Figaro titrait « La déclaration de guerre de Lecornu à Poutine ». CNN annonçait qu'un ministre français venait de défier ouvertement Moscou. Reuters résumait ça en une formule brutale « Chaque menace de votre part, c'est plus d'armes pour l'Ukraine ». Voilà, c'est fait. Mais là, la vraie question, celle que tout le monde se posait, c'était « Poutine, il va faire quoi maintenant ?» Et la réponse, elle est arrivée bien plus tôt que prévu. 6 heures. 6 petites heures après le discours. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, convoque une conférence de presse d'urgence à Moscou. Et là, il sort sa phrase « Les déclarations irresponsables du ministre français Lecornu sont une provocation inacceptable. La Russie prendra des mesures appropriées pour protéger ses intérêts. » Sauf que, regardez bien, Peskov, il était visiblement agité. Et les observateurs l'ont capté immédiatement, ce n'était plus de l'arrogance. C'était de la défensive. Un expert en géopolitique l'a dit très clairement, Poutine a perdu cette manche. Et c'est là qu'on réalise ce que Lecornu venait de faire, quelque chose que peu de dirigeants occidentaux avaient osé répondre à la menace, par l'escalade forçant Poutine soit à reculer, soit à risquer une confrontation réelle qu'il ne pouvait absolument pas se permettre. 48 heures. C'est tout ce qu'il fallait pour que Paris retienne son souffle. L'équipe de Lecornu était en alerte maximale, les yeux rivés sur chaque signal en provenance de Moscou. Cyberattaque. Rien de significatif. Provocation militaire. Calme plat. Désinformation. Étonnamment maîtrisée. Poutine, le maître incontesté de l'intimidation, était silencieux. Lors d'un briefing classifié, le général Burkhardt a mis les mots dessus. Il ne sait pas quoi faire. Tu lui as rendu son arme inutilisable. Chaque menace russe devient désormais une raison de plus pour que l'Occident ouvre le robinet de l'aide. S'il escalade, il valide ta narrative. S'il ne fait rien, il paraît faible. Mais le vrai coup de tonnerre n'est pas venu de Russie. Il est venu d'Europe. 12 heures à peine après le discours, l'Allemagne 2 milliards, la Pologne 5 milliards, le Royaume-Uni 1 milliard, les Pays-Bas 500 millions. En une semaine, l'effet domino avait produit plus de 12 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine. Poutine voulait isoler la France. Il a uni l'Europe. Kiev, Zelensky face aux caméras, la voix légèrement brisée, il lâche quelque chose d'inattendu. Je tiens à remercier personnellement le ministre Lecornu. Il a fait quoi, Sébastien? Il a prouvé que le courage européen n'était pas mort, que face à un tyran, on pouvait encore trouver des hommes debout. Mais pendant ce temps, à Paris, c'est une autre ambiance. Parce que la vraie question sur toutes les lèvres, c'est comment Macron réagit à ça. Son propre ministre des Armées vient de créer un séisme géopolitique en défiant Poutine frontalement. Et là, certains conseillers de l'Élysée sont dans tous leurs états. Il a outrepassé ses fonctions.
Il a déclenché une crise diplomatique. Les murmures vont bon train dans les couloirs du pouvoir. Sauf que Macron, lui, il voit ça autrement. Interview surprise sur France Info, direct sans filtre. Le Cornu a fait exactement ce qu'on attend d'un ministre des Armées, défendre les intérêts de la France et ses valeurs face aux menaces. Nous ne reculons pas, nous répondons. Voilà, pas de nuance, pas de « on va examiner la situation ». Un soutien total public assumé. Ce jour-là, le Cornu n'avait plus besoin de se justifier. Il avait le feu vert du président. 1 mois, c'est tout ce qu'il a fallu. Le premier convoi de matériel militaire français traverse la frontière ukrainienne des Césars, flambant neuf des milliers d'obus, des drones, des missiles. Et là, sur le bord de la route, les soldats ukrainiens attendent, avec des drapeaux français. Vous imaginez la scène, mais le détail qui tue. Sur l'un des canons, quelqu'un a pris un pochoir et a écrit « Cadeau de Le Cornu à Poutine ». L'image explose sur les réseaux. Virale en quelques heures, ce n'est plus juste du matériel militaire, c'est un message. Clair, net, sans équivoque. À Paris, Le Cornu regarde ça sur son écran. Et son téléphone sonne. C'est Catherine Vautrin. Tu as fait quelque chose que personne n'osait faire. Tu as appelé le bluff de Poutine. Et lui, sans hésiter, ce n'était pas un bluff, Catherine. Il était sérieux. Elle répond « Justement, c'est exactement pour ça que ta réponse était si importante. Tu lui as montré que nous sommes aussi sérieux que lui. Peut-être même plus. » Le Cornu sourit, légèrement. Et il dit quelque chose que je veux que vous reteniez. Tu sais ce qui est drôle, Poutine pensait que me menacer directement me ferait peur. Il n'avait pas compris. Je n'ai pas peur de lui. J'ai peur de ce qui se passe si nous ne l'arrêtons pas. Voilà. C'est ça la différence entre un politique et un homme d'État. 3 mois. Il aura fallu 3 mois pour que le verdict tombe. Bruxelles, sommet d'automne. À huis clos, un diplomate russe s'approche d'un groupe de représentants occidentaux. Il cherche à placer une petite phrase, le genre de phrase qu'on glisse dans une conversation pour planter une graine dans les esprits. Votre ministre français est devenu un obstacle aux relations russo-européennes. Traduction, il nous gêne. Faites quelque chose. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'avait prévu. C'est l'Allemand qui a répondu, pas la France. L'Allemagne. Et la réponse n'était pas diplomatique, elle était définitive. Le ministre Le Cornu n'est pas un obstacle. Il est un modèle, le modèle de la façon dont l'Europe répond à vos menaces. Et nous le suivons tous. Voilà, c'était dit, scellé, officialisé dans une salle feutrée entre représentants de grandes puissances. Le Cornu n'est plus le ministre des armées françaises qui a eu la malchance de croiser la route de Moscou. Il est devenu le symbole de la résistance européenne face à l'intimidation russe. Et Moscou, dans tout ça, on parle différemment de lui dans les couloirs du Kremlin. Fini les blagues sur le jeune ministre sans expérience. Disparu le mépris. Ce qu'on entend maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus inconfortable pour ceux qui l'ont sous-estimé du respect forcé. Celui qu'on accorde à un adversaire qu'on a mal évalué. Et Poutine lui-même, selon des sources proches du Conseil de sécurité, aurait prononcé cette phrase lors d'une réunion interne. « Le Cornu, j'ai fait une erreur avec lui. Il ne joue pas selon les règles habituelles. » Un de ses généraux lui aurait alors demandé « Quelle erreur, monsieur le président ?» La réponse « Je lui ai donné une raison de devenir un héros. En le menaçant, je l'ai transformé en symbole. Grosse erreur. » Retenez bien ce moment. Parce que c'est extrêmement rare, Poutine, qui reconnaît une erreur de calcul stratégique. Et cette erreur, c'est lui qui l'a créée de ses propres mains. Kherson, 6 mois. C'est tout ce qu'il fallait. 6 mois après que tout le monde avait soufflé, regardé ailleurs, attendu que ça se calme, l'Ukraine frappait. Une contre-offensive majeure. Et devinez quoi, les Césars étaient là. Les Césars français étaient là. Précision, mobilité, cadence de tir. 3 mots qui sur le papier ressemblent à une fiche technique. Mais sur le terrain, ces 3 mots, c'était la différence entre reculer et reprendre du terrain. Les forces ukrainiennes avaient un avantage tactique réel concret mesuré en kilomètres. Chaque obus tiré, et il y en a eu des centaines, portait quelque chose d'invisible mais de réel, une décision, une réponse ferme à une menace qui était censée faire plier. Et chaque kilomètre reconquis prouvait chiffre à l'appui qu'on ne cède pas face à l'intimidation. Les analystes militaires, eux, ont commencé à lui donner un nom. Ils appellent ça l'effet Le Cornu. Oui, un effet nommé. Le phénomène par lequel répondre vite, répondre fort,
Répondre sans s'excuser génère plus de cohésion occidentale que 10 rounds de diplomatie prudente et de communiqués tiédas. La prudence, ça rassure les salles de réunion. La fermeté, elle change le terrain. Ce qui avait changé à Paris, personne ne pouvait vraiment le nommer, mais tout le monde le ressentait. Le Cornu travaillait avec la même intensité qu'avant. Même rythme, même exigence. Pourtant, quelque chose dans l'air ambiant du ministère avait basculé. Son téléphone sonnait désormais différemment. C'étaient les autres ministres européens de la Défense, pas pour des réunions de protocole, pas pour des sommets programmés 6 mois à l'avance, non. Ils appelaient pour des conseils, pour lui demander comment on fait concrètement quand la menace russe se rapproche, comment on répond sans tout faire exploser. Sa réponse, elle n'a jamais varié fermement, immédiatement, avec des actes, jamais avec des mots. Et pendant ce temps, l'industrie de défense française, elle explosait. Les commandes ne venaient plus seulement d'Ukraine, elles venaient de partout. Les pays baltes voulaient des Caesar, la Pologne réclamait des missiles Scalp, la Finlande cherchait des systèmes de défense aérienne, et tous, absolument tous, disaient la même chose. Nous voulons de l'équipement français parce que vous avez prouvé que vous étiez prêts à l'utiliser pour défendre nos valeurs. Quand le Kremlin a réagi à la nomination de Lecornu comme Premier ministre en septembre 2025, le ton en a dit long. Peskov, au micro de son briefing quotidien, s'est contenté d'un laconique « Nous prenons note de cette nomination ». Ni menace, ni provocation, juste une reconnaissance froide, presque chirurgicale. La leçon Poutine l'avait retenu, Sébastien Lecornu ne se menace pas. Il se respecte que ce soit de plein gré ou par la force des choses. Ce qui s'est passé là n'est pas passé inaperçu dans les grandes académies militaires de la planète. L'épisode est désormais disséqué comme un cas d'école que faire face à l'intimidation autoritaire. Les étudiants épluchent chaque mot du discours de Lecornu, décryptent chaque rouage de sa stratégie, mesurent chaque conséquence de ses décisions. Et la conclusion qui s'impose invariablement, c'est celle-ci, face à un tyran, la prudence peut donner l'illusion de la sagesse, mais c'est presque toujours la fermeté qui offre la protection réelle. Poutine avait un calcul, pas une stratégie complexe, un pari. Un pari sur la lâcheté occidentale. Chaque menace, les Européens reculent. Chaque intimidation, l'OTAN se divise. Et ça marchait. La Géorgie, personne n'a bougé. La Crimée, même chose. Le Donbass, silence total. Mais là, quelqu'un arrive dans le tableau. Lecornu. Un nom que Poutine n'avait probablement même pas pris la peine d'apprendre. Un jeune ministre, pas le genre de vieux briscard diplomatique qui passe sa vie à tergiverser, à peser chaque mot, à avoir peur de son ombre. Non, un mec qui avait ouvert des livres d'histoire et qui en avait tiré une seule leçon simple, brutale, les tyrans, il ne respecte qu'une chose, la résolution, la vraie, celle qui ne cligne pas des yeux. Il y aura un avant et un après. Quand les historiens se pencheront sur cette guerre, sur ces années de chaos, de sang et de diplomatie bancale, ils chercheront le moment charnière. Pas une bataille, pas un traité, un discours, 6 mots qui ont retourné la table. Poutine avait un plan, simple classique rodé depuis des décennies, menacer, diviser, regarder les Européens se débiner les uns après les autres. Sauf que cette fois, quelqu'un a décroché le micro et a dit non. Pas poliment, pas avec des « nous sommes profondément préoccupés », non frontalement, clairement, avec une conviction qui a résonné dans toutes les capitales du continent. Lecornu a transformé la menace en carburant, chaque ultimatum de Moscou, plus d'armes, chaque tentative d'intimidation, plus de cohésion. C'est le paradoxe absolu, l'homme qui voulait semer la peur a produit exactement l'inverse. Il a soudé ce qu'il voulait fracasser. Poutine a commis une erreur de calcul fatale. Il a regardé Sébastien Lecornu et il a vu quelqu'un qui allait plier. Il s'est planté. Les semaines passèrent. Et c'est là que quelque chose d'absolument extraordinaire se produisit. Pas dans les palais du pouvoir, pas dans les couloirs de l'OTAN, dans les boîtes aux lettres. Des milliers de lettres envoyées par des citoyens ordinaires de toute l'Europe, des Polonais, des Baltes, des Finlandais, même des Allemands. Toutes portaient le même message « Merci d'avoir dit tout haut ce que nous pensions tout bas ». Une grand-mère estonienne, 70 ans, a pris son stylo. Elle a écrit « J'ai vécu sous l'occupation soviétique. Pendant des années, je croyais que les Occidentaux avaient oublié ce que c'est que de vivre avec une menace russe au quotidien. Lecornu m'a prouvé que j'avais tort. » Ces lettres s'entassaient. L'équipe voulait les archiver, classées, rangées proprement dans des dossiers.
Mais Lecornu a refusé. Chaque jour, il en lisait une dizaine, à la main, une par une. Alors arrêtez-moi si vous avez déjà entendu ça, un soldat blessé, le bras en écharpe, debout à côté d'un canon avec le sourire aux lèvres. Pas de plainte, pas de colère, juste une photo et au dos quelques mots griffonnés en français approximatif. Ce canon a sauvé ma brigade. Merci France. Vous êtes notre héros. Un ancien combattant d'Ukraine, grièvement blessé à Bakhmout, et il remercie personnellement. Voilà ce que ça veut dire concrètement le soutien militaire. Pas les discours en plateau, pas les communiqués de presse, une photo, un sourire, un bras cassé. Mais bon, parce qu'il y a toujours un mais, tout le monde n'était pas du même avis. Dans les salons feutrés de Paris, un ambassadeur en retraite murmurait entre la poire et le fromage que l'on jouait avec le feu, qu'une guerre avec la Russie serait catastrophique, que ce comportement était celui d'un cow-boy. Un cow-boy, voilà le mot qu'on choisit. Le monde diplomatique évidemment embraya la dangereuse escalade, titre d'un éditorial qui arguait que confronter Poutine directement, c'était fermer toutes les portes du dialogue. La réponse ne se fit pas attendre. France Inter, micro ouvert, ton direct. On me reproche l'escalade, mais qui a escaladé? C'est Poutine qui m'a menacé publiquement. J'ai simplement répondu. Certains voudraient que je me taise, que j'accepte l'intimidation en silence. Mais le silence face au tyran, ce n'est pas de la sagesse, c'est de la lâcheté. Dur, oui. Mais 68% des Français, d'après les sondages, étaient derrière cette réponse. Pas 50, pas 55, 68. Et pendant ce temps, dans les coulisses de la diplomatie européenne, quelque chose bougeait. Discrètement, mais profondément. Les ministres de la Défense, qui marchaient sur des œufs depuis des années, commençaient à parler autrement. Le langage changeait, le ton durcissait, un changement subtil. Mais quand c'est toute l'Europe qui pivote, rien n'est anodin. Et là, les gars, là, ça devient surréaliste. Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense, il monte au micro à Berlin et il dit quoi? Il dit « Ce qu'on vient de voir avec Lecornu, c'est la preuve vivante qu'on peut être ferme sans être agressif, qu'on peut se défendre sans mettre le feu à la poudre. L'Allemagne doit prendre exemple. Et croyez-moi, quand l'Allemagne dit ça, c'est pas anodin. Mais attendez, parce que la Pologne, elle va encore plus loin. Lecornu débarque à Varsovie et là, des milliers de Polonais sont dans la rue, devant le ministère de la Défense. Ils agitent aussi des drapeaux français et polonais mélangés. Ils brandissent des pancartes « Lecornu et De Gaulle, merci d'avoir défendu l'Europe ». Un ministre français, accueilli comme un héros national, en Pologne. Ce mec qui passe ses journées à faire des réunions discrètes et des négociations dans l'ombre, il se retrouve face à une foule qui scande son nom. Et son homologue polonais Mariusz Błaszczak lui dit face à face « Vous avez regardé le diable russe dans les yeux, et vous n'avez pas cligné. Peu de dirigeants ont ce courage-là. » Lecornu, lui, il répond simplement « Pas d'esbrouf, pas de grands discours, juste « La Pologne comprend mieux que quiconque ce que c'est de vivre à côté de la Russie. Votre courage inspire le nôtre, simple, propre et dévastateur. 3 mois, c'est tout ce qu'il a fallu à Poutine pour répondre. Pas avec des chars, pas avec des missiles, avec quelque chose de bien plus insidieux, une cyberattaque massive coordonnée ciblant simultanément les hôpitaux, les réseaux électriques, les systèmes de transport français. Le genre d'opération qui porte une signature. Et cette signature, elle était russe. Service de renseignement russe, sans ambiguïté. C'était ça la réponse de Moscou. Pas militaire, mais dévastateur quand même. À l'Élysée, la salle de crise se remplit en urgence. Macron, Lecornu, les chefs des services de sécurité. Le directeur de la NSSI prit la parole. Nous avons contenu 90% de l'attaque. Mais certains dégâts ont été causés. Rien de catastrophique, mais significatif. Et là, tous les regards convergèrent vers un seul homme, Lecornu. Certains attendaient être les regrets. La petite phrase qui dirait peut-être que j'ai été trop loin, peut-être que ma fermeté a provoqué ça. Ce moment de faiblesse que Poutine espérait exactement provoquer. Il ne vint jamais. Le ministre se leva, s'approcha de la fenêtre et dit calmement avec cette froideur qui commence à devenir sa marque de fabrique, c'est exactement ce que Poutine veut. Il veut qu'on croie que c'est ma faute. Que si j'avais été plus doux, plus accommodant, il ne nous aurait pas attaqués. Mais c'est un mensonge.
Pause. Poutine nous aurait attaqué de toute façon, pas parce que j'ai été ferme, mais parce que nous aidons l'Ukraine. Cette cyberattaque aurait eu lieu que je réponde à ces menaces ou non. La seule différence maintenant, toute l'Europe sait qui est l'agresseur. Voilà ce que ça fait une colonne vertébrale politique. Macron acquiesça d'un simple geste, et là Lecornu enchaîne sans hésiter une seule seconde. On triple nos investissements dans la cyberdéfense. On partage tout avec nos partenaires européens et on crée un bouclier cyber à l'échelle du continent. Mais surtout, et c'est là que c'est fort, on l'annonce publiquement en expliquant exactement pourquoi. Parce que la stratégie, elle est limpide, chaque attaque russe devient une brique de plus dans la construction de l'Europe. Poutine croit jouer contre un ministre. En réalité, il se retrouve face à un système entier qui apprend, qui s'adapte, qui se renforce. Et dans les jours qui suivent, c'est la confirmation totale. Plusieurs pays européens signalent des tentatives d'intrusion similaires. Mais grâce à la coordination française du partage d'informations, quasi toutes sont neutralisées. L'attaque de Poutine vient d'accomplir ce qu'aucune directive européenne n'avait jamais réussi, à faire créer une vraie solidarité cyber sur le continent. Le Premier ministre estonien le résume parfaitement lors d'un sommet d'urgence. C'est ironique. Poutine voulait diviser l'Europe en frappant la France. Il nous a réunis encore plus fort. 6 mois après le discours initial, et là, personne ne l'avait vu venir. Messieurs, mesdames, un moment. Parce que là, on rentre dans quelque chose de lourd. Un ancien général russe fait défection. Pas n'importe lequel, Andrei Gouroulev. Et lors d'une conférence secrète organisée par le renseignement français, il lâche une bombe. Poutine était convaincu que les Français reculeraient. Il disait textuellement « Les Français sont mous, ils préfèrent le vin et le fromage à la guerre ». Vous réalisez ce que ça veut dire, le maître du Kremlin a sous-estimé la France. Pas un peu profondément. Et tous ses conseillers le savaient, ils lui ont dit que c'était une erreur de menacer Lecornu publiquement. Il n'a pas écouté. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas qu'un pays peut aimer la paix et se battre pour la défendre en même temps. Ce n'est pas une contradiction, c'est une force. Et cette incompréhension, elle est devenue sa faiblesse stratégique. Maintenant coupé. On est en octobre 2025, dîner privé à l'Élysée. Macron et Lecornu face à face. Macron pose la question qui tue. Sébastien, ta nomination comme Premier ministre, tu sais ce que ça va provoquer à Moscou. Et Lecornu répond avec quelque chose qui m'a arrêté net. À ce stade, tout ce que nous faisons provoque une réaction. La vraie question, c'est pas d'éviter ces réactions, c'est de les utiliser pour renforcer l'Europe, pas pour l'affaiblir. Macron sourit, et là il dit quelque chose de très humain. Tu as changé, le jeune ministre de 2017 n'aurait jamais parlé comme ça. Le monde a changé. En 2017, on croyait encore que la Russie pouvait être un partenaire. Maintenant, on sait que c'est un adversaire. Cette clarté, elle change tout. Voilà, c'est ça la maturité politique. Ce n'est pas de la naïveté perdue, c'est de la lucidité gagnée. Et dans ce contexte, c'est peut-être l'arme la plus redoutable de toutes. 3 mots, juste 3 mots de Moscou, nous prenons note. Peskov les a balancés 48 heures après l'annonce de la nomination comme Premier ministre le 9 septembre. Et franchement, ces 3 mots en disaient plus long que n'importe quel discours. Parce que Poutine, l'homme qui menace, qui provoque, qui agite, n'avait plus rien à dire. Absolument rien. Pendant ce temps de Washington à Londres, c'est l'ovation. Le département d'État salue un leader qui a su tenir face à l'agression. Downing Street appelle personnellement pour féliciter et Kiev-Zelensky poste simplement sur X « La France a choisi la force, l'Ukraine applaudit ». Le contraste est brutal et c'est exactement ça le message. Aujourd'hui à West Point, à Sandhurst, à Saint-Cyr, les 3 grandes académies militaires d'Occident, cet épisode est enseigné en cours. Pas comme une anecdote, comme une étude de cas sur comment répondre à l'intimidation autoritaire, comment retourner une menace en avantage stratégique et comment garder le bloc uni quand l'adversaire veut le faire éclater. C'est ça le vrai pouvoir, pas les missiles, la crédibilité. Vous savez ce qui est fascinant, Lecornu n'a pas inventé ça, il a étudié ça. Lors d'une conférence à Sciences Po, il a dit quelque chose qui m'a arrêté net. Les tyrans testent constamment nos limites. Chaque silence est interprété comme de la faiblesse, chaque hésitation comme une invitation à aller plus loin. La seule langue qu'ils comprennent vraiment est celle de la détermination inébranlable. Et là, un étudiant lève la main, respecte au gars, il a du cran et il demande « N'avez-vous jamais eu peur que votre réponse mène à une escalade incontrôlable ?» Et Lecornu,
Il prend son temps, il réfléchit, puis il dit « Bien sûr que j'ai eu peur. Seul un fou n'aurait pas peur. Mais j'avais encore plus peur de ce qui se passerait si nous ne répondions pas. » Voilà. C'est ça la différence entre un politique et un homme d'État. L'histoire, les gens, elle ne ment pas. L'apaisement face aux dictateurs ne mène jamais à la paix. Jamais. Seulement à des guerres plus grandes plus tard. Et il sort la référence ultime. Munich, 1938. Chamberlain qui revient en proclamant « La paix pour notre temps ». Un an après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que Hitler a lu ça comme de la faiblesse, comme une permission. Lecornu conclut avec une phrase simple, presque froide. « J'ai étudié cette histoire. J'ai juré de ne jamais la répéter. Mec, c'est pas un discours, c'est un serment. Vous savez, ce qui terrifie vraiment le Kremlin, ce n'est pas une armée. Ce n'est pas une sanction. C'est un homme qu'ils ne savent tout simplement pas comment gérer. Des sources occidentales le confirment. Il existe dans les archives du Kremlin un dossier classifié, des centaines de pages, et son titre « Le problème, Lecornu ». Des centaines de pages d'analyse, des stratégies, des contre-stratégies, des scénarios, et pourtant à chaque fois le même mur, parce que Lecornu ne fonctionne pas comme les autres, on ne peut pas l'intimider, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le manipuler. Un analyste russe aurait rédigé dans une note confidentielle ces mots, qui font froid dans le dos. Lecornu représente un nouveau type de dirigeant occidental. Il n'a pas peur du Kremlin, et cette absence de peur est contagieuse. Contagieuse, voilà le mot-clé. Entre 2024 et 2025, quelque chose a changé dans le discours européen, pas d'un coup, progressivement, silencieusement. Les mots « apaisement » et « dialogue » ont commencé à disparaître. À leur place, « dissuasion », « fermeté ». Ce n'est pas qu'un glissement sémantique, c'est un glissement de mentalité. Et au centre de ce basculement, l'exemple d'un seul homme. Ce chapitre n'est pas encore terminé. Poutine est encore là. La guerre tourne encore. Les tensions n'ont pas baissé d'un cran. Mais quelque chose s'est fissuré dans l'équilibre mondial, quelque chose d'irréversible. L'Europe a appris à dire non. Pas timidement, pas en s'excusant. Vraiment. Elle se défend, elle comprend enfin qu'entre la guerre et la paix, il y a un troisième chemin que les lâches n'osent pas nommer, la dissuasion par la détermination. Et Lecornu. Premier ministre, premier discours de politique générale, il a planté le drapeau dans le sol. La France ne cherche pas la guerre, mais elle ne la craint pas non plus. Nous préférons la paix, mais pas n'importe quelle paix. Pas la paix des cimetières, pas la paix de la soumission, la paix de la liberté. Et cette paix-là mérite qu'on se batte pour elle. Ces mots ont traversé l'Europe comme un courant électrique, parce qu'ils capturaient quelque chose que les démocraties avaient presque oublié, la liberté à un prix. Et ce prix vaut la peine d'être payé. Poutine avait voulu faire de Lecornu un exemple. Il a réussi, mais pas du tout comme il l'imaginait. Lecornu est devenu un exemple, oui. Un exemple de courage, de détermination, de refus absolu de plier sous l'intimidation. Un exemple que d'autres suivent. Un exemple qui va redessiner l'équilibre du pouvoir en Europe pour les décennies à venir. Tout ça a commencé à 04h17 du matin, un téléphone crypté qui vibre dans un bureau parisien et un homme qui décroche et qui décide de ne pas avoir peur.